Tu sais, je me rappelle de mon vieux père. Dans des moments comme celui-là, il savait toujours quoi dire. Et que disait-il? Qu'est-ce que tu fais dans les cabinets où tu passes tes jours et tes nuits? Sors de là, que d'autres puissent tenter leur chance! Intéressant. Who are you gonna call? Someone else. Salut à tous, bienvenue pour cet épisode spécial de la Grande Rentrée consacré au top flop des meilleurs films d'horreur, épouvante, fantastique de l'année 2017. Je m'y prends un petit peu tard, mais j'essaie de faire ça aussi vite que possible. Avant de démarrer ce top, je tiens quand même à préciser certaines petites choses, notamment le fait que, bien évidemment, en 2017, il y a eu pas mal de propositions, et je peux bien évidemment pas tout voir. Il n'y a pas que le cinéma fantastique et d'horreur qui m'intéresse, donc il y a certaines petites choses que je n'ai pas vues, comme par exemple, entre autres choses, Rings, que j'ai pas pu voir, l'adaptation de Jessie par Stephen King, que je considère pas complètement être un vrai film d'horreur, donc pour le coup c'est pas trop grave, ou encore plus récemment Ghost Story, que j'ai pas encore eu le temps de voir parce que paraît-il qu'il est un petit peu longuet. Deuxième chose très importante, bien évidemment, les films que je vais citer en top et en flop, c'est mon avis personnel, c'est complètement subjectif. Vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi. Je le répète une dernière fois, c'est complètement subjectif, c'est que mon avis. Dernière chose et pas des moindres, comme il y a eu effectivement pas mal de propositions, je vais m'en tenir aux films qui sont principalement sortis au cinéma, en DTV ou alors sur les plateformes de streaming de type Netflix. D'abord, je vais tout simplement parler des flops, à commencer par Leatherface de Alexandre Bustillo et Julien Maury, si je me trompe pas, qui avait fait Livide. C'est une catastrophe. Ça n'apporte strictement rien à la mythologie Massacre à la tronçonneuse. Cette tronçonneuse qui finit par rouiller à force de se faire huiler avec des grosses ficelles bien grasses, ça ne fonctionne pas du tout. Il y a un petit twist qui est cool, mais il arrive beaucoup trop tôt, et du coup, les 20 dernières minutes sont super longues et super pénibles à suivre. Amityville, The Awakening. Je voudrais pas que vous pensiez que je tape sur les réalisateurs français qui bossent à Hollywood, parce que c'est pas du tout le cas, faut essayer. Mais Awakening, c'est un des trucs les plus vains que j'ai vu fait à la licence Amityville. Ça manque d'inventivité, ça essaie de se démarquer complètement de la saga avec un bon gros procédé méta bien à la mode, en mode tiens, et si on regardait Amityville, ça aurait pu être intéressant, malheureusement ça ne va nulle part. Même les acteurs sont un peu aux fraises. Jennifer Jason Leigh, que j'adore d'habitude, là elle est complètement en roue libre. Les jeunes acteurs sont très bien. Cameron Monaghan qui joue le Joker dans Gotham, enfin le futur Joker. Et Bella Thorne, qui est très bien aussi, qui est une jeune actrice, qui s'en tire plutôt pas mal, mais à part ça, encore une fois, il faudrait peut-être penser à foutre un petit peu la paix à cette maison d'Amityville, parce que à force, ça n'amène nulle part. Dernier film que je mets dans mon flop, mais qui n'est pas forcément la faute du film, mais plutôt de la façon dont il a été vendu, c'est It Comes at Night. C'est plus un exercice de style qu'un vrai film d'horreur, malheureusement. C'est beaucoup de tension, c'est un huis clos post-apocalyptique paranoïaque, si j'ose dire. Le message du film pourrait être intéressant, mais il est jamais amené complètement à bon port, et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même aussi un beau casting, genre Joel Edgerton, qui est absolument génial, mais qui ici malheureusement sauve pas le film, et le propos est un peu trop cryptique pour que ça puisse vraiment faire peur. Mais le film a été tellement vendu comme un truc super flippant et révolutionnaire que forcément quand on se retrouve devant ce film-là, c'est un petit peu décevant. Maintenant, je passe aussi à la catégorie de ce que j'appelle les rendez-vous manqués, c'est-à-dire des films qui sont pas assez mauvais pour être des gros bides, mais qui remportent malheureusement pas leur pari initial. Je vais commencer par Chucky numéro 7. Ici, on repart encore dans du méta. Ça prouve vraiment que c'est très à la mode et qu'il faudrait peut-être commencer à renoncer un peu à ce procédé. À part nous faire une fin ouverte pour nous promettre un Chucky 8 avec tous les éléments de la saga qu'il y a eu dans les films précédents, bah, malheureusement, à part un tout petit peu de fun et 2-3 vannes bien pourries de la poupée comme d'habitude, comme on aime, bah, on retrouve pas vraiment le sel du premier Chucky, quoi. Même en faisant revenir Andy Barclay, donc c'est la némésis absolue de la saga dans le film. Ça reste assez vain et tout juste divertissant, donc pour moi un rendez-vous raté. Jeepers Creepers 3 de Victor Salva. C'est un film qui a une gestation un peu compliquée parce que Victor Salva est depuis plusieurs années maintenant sous le coup d'accusations pédophiles qui sont avérées, et c'est très très grave, donc il faut pas plaisanter avec ça. Est-ce que ça l'empêche de faire des bons films? Bah en tout cas, ça l'a pas empêché d'en faire un mauvais. Ce Jeepers Creepers 3 remplit malheureusement pas toutes ses promesses, alors qu'il y a 2-3 bonnes idées, notamment le fait de faire en sorte que le film se passe de jour et pas de nuit, comme les deux premiers. Ça apporte malheureusement pas grand-chose en termes de suspense ou en termes d'horreur purement visuelle. Le film est monté avec le cul, les acteurs sont vraiment pas là. Et en plus, c'est pas vraiment une suite du 2, c'est un préquel du 2 qui fait suite au 1.
Donc on aurait pu appeler ça Jeepers Creepers 1,5, ça passait très très bien. Donc, techniquement, c'est pas irréprochable, ça a eu une sortie limitée qu'à un soir dans une seule salle aux États-Unis, un truc comme ça, je crois. Donc quand ça part comme ça un film, c'est que c'est pas souvent bon signe. The Flatliners ou Flatliners, l'expérience interdite, remake d'un film de 90 avec Kevin Bacon, Kiefer Sutherland et Julia Roberts, c'était quand même assez classe pour l'époque. Dans le remake, on retrouve Diego Luna et Ellen Page dans un scénario plus ou moins proche de l'original, pas à la syllabe près, mais quand même presque, ce qui fait que ça apporte malheureusement pas grand-chose de neuf au concept, à part 2-3 plans visuels qui sont pas dégueux, mais c'est pas non plus le frisson du siècle, quoi. C'était le remake inutile de l'année, je pense qu'on pouvait assez largement s'en passer, malgré quelques bonnes intentions. Et enfin, dans mes derniers rendez-vous manqués, je place Jigsaw des frères Spierig, qui est le nouvel ajout à la saga Saw. J'en suis pas fan du tout personnellement de la saga Saw, à part le premier que je trouve quand même plutôt maîtrisé et pas mal foutu. Ici, même la torture est même plus intéressante. Je pense qu'on a fait le tour du concept. Il y a un principe de montage qui est très cool, dont on ne se rend compte qu'à la fin, qui est très proche des frères Spierig d'ailleurs, qui ont fait des super films comme Prédestination ou le futur Winchester, The House That Built Ghosts, qui a l'air très très cool. À part ça, à part ce petit principe de réalisation qui leur est proche, malheureusement il n'y a pas grand chose à sauver de ce métrage. Si c'est encore pour nous ramener Kramer, le Jigsaw pour un ultime frisson, c'était pas forcément la peine et je pense pas qu'il y en aura d'autres tout de suite. Tiens, mouche. Maintenant, je passe aux mentions honorables, c'est-à-dire des films qui sont plutôt bons, mais que j'estime n'étaient pas assez bons pour figurer dans mon top 5 personnel à moi que j'aime et qui, bien évidemment, avec lequel vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Alors, je vais commencer par 1922, adaptation de Stephen King, qui est disponible sur Netflix avec Thomas Jane, un petit film fantastique d'époque qui se passe dans les années 20, qui passe vraiment pas mal, avec des petites apparitions fantomatiques très très cool. Pas mal réalisé, je vous le recommande assez chaudement. The Babysitter, ou The Babysitter, je sais pas comment on va le prononcer, de McG, là aussi sur Netflix, un super moment de fun. Je me suis vraiment marré d'un bout à l'autre. C'est une comédie horrifique, complètement hystérique, très courte, très expéditive, qui fait parfois un peu penser à du Tarantino dans les incrustes et dans ce genre de trucs. Le jeune acteur dont j'ai plus le nom en tête, je vous l'afficherai, est très attachant, il me fait penser à Corey Feldman dans les Goonies ou dans Stand By Me, il a un petit côté comme ça, passe très très bien. Le film est blindé d'esthétique années 80, donc ce qui marche aussi pas mal en ce moment. Au mieux, le film prouve que ça commence à avoir ses limites, ce procédé. Il faudra peut-être arrêter d'en mettre partout à Hollywood et principalement dans les films d'horreur, hein, aussi tentant que ça puisse paraître. Mais The Babysitter est un petit film très très cool entre le Home Invasion et le Satanic Movie, et ça passe très très bien. Dans la même veine un peu teen, Happy Birthday, qui est un mélange entre Scream et Un jour sans fin, c'est comme ça qu'il a été vendu en tout cas, et c'est complètement ça. C'est un slasher fantastique, très MTV dans l'esthétique, avec pas mal de clips shows et de personnages beaux et lisses. Mais le concept est rigolo, c'est très classique, mais je le recommande pour un bon moment de fun entre potes avec quelques bières. C'était à tenter, ça a très bien marché, ça vient de chez Blumhouse, ils explosent tous les records à chaque fois. À tenter pour un moment de fun, je recommande. I Wish, faites un vœu en français, encore un titre français un peu putassier. Pareil, un teen movie fantastique qui se rapproche pas mal de Destination Finale et de Wishmaster, si vous avez vu Wishmaster, qui était un film très fun des années 90. Ça peut paraître un petit peu basique de prime abord, mais le final est très surprenant. Les mises à mort sont assez inventives, avec un principe de malédiction, de mort qui se refile. On refile le bébé, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ta vie, il n'y a pas que ta vie qui est mise en jeu, il y a aussi celle des gens qui t'entourent. Pas mal senti. Ça n'a pas eu le succès que ça méritait. Je recommande quand même pour un bon moment de fun. C'est plus cool que tous les destinations finales de 2 jusqu'à 19, donc rien que pour ça, ça vaut largement le coup de le voir. La momie d'Alex Kurtzman. Alors je vois d'entrée de jeu tous les sauts de merde que je vais me prendre sur la tête pour avoir défendu un petit peu ce film. Mais il est pas mal du tout, en définitive, ce film. Il était censé rebooter les monstres classiques d'Universal, pour ceux qui suivent pas. Au final, c'est un échec, puisque le Dark Universe, comme ils l'ont appelé, ne va certainement pas avoir lieu. On verra si La fiancée de Frankenstein, prévue par Bill Condon, sortira finalement. Ce film, sous ses doigts de blockbuster, il a juste tenu toutes ses promesses, en fait. Il y a de l'action, il y a une momie, il y a 2-3 moments un petit peu flippants, il y a de la comédie et il y a Tom Cruise. À partir du moment où il y a Tom Cruise, vous savez ce que vous allez voir quand même, quoi, quand on sait ce qu'est devenu le personnage. C'est plutôt drôle, ça s'assume plutôt complètement. C'est pas un reboot efficace d'une licence,
C'est carrément moins bien que le reboot de 99 qui a été fait du film de Karl Freund. Et Guillermo del Toro devait gérer ce projet à la base. Finalement, c'est niqué. Un film du coup assez injustement défoncé, donc jetez quand même un œil. En ayant l'esprit ouvert, vous passez quand même un bon moment. The Last Girl, un petit film de zombies anglais avec Gemma Atherton et Glenn Close. Très surprenant parce que ça prend le mythe du zombie sous un autre angle, avec des proportions apocalyptiques encore jamais vues. C'est très intime, c'est un rythme un petit peu lent, mais ça marche très très bien. Il y a une mythologie très intéressante montée autour de ce film. Pour l'anecdote, je suis sorti de ma séance, j'ai appris la mort de George Romero. Le destin fait parfois mal les choses. Ça n'empêche que je vous recommande quand même The Last Girl. C'est un exercice assez intéressant et c'est un des films les plus esthétiques, les plus esthétiquement classe que j'ai vu cette année dans le genre horrifique. Et enfin, avant de rentrer dans le top, je signale un film qui a failli rentrer dans le top, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est The Bye Bye Man, qui est l'œuvre d'une réalisatrice dont je ne parviens pas à me rappeler le nom, qui avait réalisé une comédie noire dans les années 90 qui s'appelle L'Ultime Souper, qui était très très sympa, que je vous recommande au passage. Pour ce qui est de The Bye Bye Man, si vous avez aimé les films du type Mr. Babadook ou It Follows, vous devriez apprécier celui-là. C'est pas complètement pareil, hein, bien évidemment, mais ça remet un petit peu au goût du jour le principe du croque-mitaine ou de l'entité inarrêtable par un principe de malédiction, un peu comme I Wish, où le bébé se refile d'un pote à l'autre si jamais vous prononcez le nom du Bye Bye Man, qui est un nouveau croque-mitaine plutôt stylé à voir, avec un univers visuel très sympathique, avec pas mal de questions ouvertes quant à ses origines, donc pourquoi pas une suite. Et le film est surprenamment gore par moment, dont une scène d'intro qui se passe dans une banlieue des années 60 avec une fusillade assez hallucinante, le tout filmé en plan séquence. Franchement, très surprenant, assez mésestimé, sorti directement en DTV chez nous, je crois. S'il y en a un que je dois vous recommander et dont on n'a pas trop parlé, ce sera The Bye Bye Man. Allez, les petits fantômes, il est l'heure de passer au top 5. Grave de Julia Ducournau. Ducournau ? Très grosse surprise pour du cinéma français. Je suis assez heureux de le mettre dans mon top 5. On en a beaucoup parlé quand il est sorti à l'époque, principalement parce que c'était dans les grands médias, parce que c'était un film dégueulasse qui a fait vomir les gens. Alors, pas du tout. C'est pas du tout à ce point-là, surtout si vous êtes un habitué des films d'horreur. C'est pas si immonde. En revanche, c'est un tout petit peu graphique et c'est plutôt carrément bienvenu parce que ça va avec des thématiques qui sont très actuelles, comme notre façon de nous alimenter, le véganisme, la cellule familiale, le bizutage dans le milieu médical, dans le milieu étudiant médical, qui d'ailleurs est très très précis. Non pas que j'ai fait des études médicales, mais des gens intéressés par la chose, qui sont carrément étudiants, me l'ont confirmé. Et ça passe très très bien. C'est pas parfait, ce qui fait que je le mets pas dans mon top, plus haut dans mon top. 2-3 petits trucs de jeu qui sont un petit peu à côté, en tout cas, j'estime. Et puis 2-3 petits trous dans le scénario, comme par exemple, ceux qui ont vu le film le sauront, pourquoi la frangine n'interroge pas sa grande sœur quant au truc du cannibalisme, je vous en dis pas plus. Mais ça donne beaucoup d'espoir sur ce que cette réalisatrice pourrait faire et sur ce qu'on pourrait faire en France de manière générale. Je suis pas méga fan des films de cannibales et ce genre de trucs, à part bien évidemment Le Silence des agneaux. Mais c'est tellement bien amené et le final est relativement inattendu, donc je vous recommande assez gravement grave. T'as vu, j'ai de l'humour en plus. Quelques minutes après minuit. Alors ça, c'est un très gros coup de cœur. C'est un film fantastique basé sur un livre pour la jeunesse qui s'appelle Quelques minutes après minuit, du coup, habile, de Patrick Ness, si je ne me trompe pas. Ça se rapproche beaucoup du style de narration et de thématique qu'on peut retrouver dans l'Histoire sans fin. C'est l'histoire d'un gamin dont la mère est en phase terminale et qui va dealer son deuil ou son deuil à venir par l'apparition d'un monstre tout droit sorti de Dessin, un arbre humain dont la voix est assurée par Liam Neeson. C'est à la fois très touchant, ça a tout du conte, c'est pas effrayant, mais les thématiques sont très lourdes, c'est abordé sans grande fioriture et c'est très touchant, tout simplement. Je trouve que c'est une belle histoire et des belles histoires dans le genre, on en a assez rarement et je trouvais ça assez cool de faire figurer une belle histoire joliment fantastique et fantastiquement jolie dans ce top. Donc quelques minutes après minuit, pour moi c'est un top niveau et il faut le voir absolument. Ça,
d'Andrés Muschietti. Alors je vois aussi les trucs m'arriver sur la gueule. Eh non, il n'est pas en haut de mon top. Donc on va pas refaire l'histoire. Ça, c'est basé sur un livre de Stephen King et c'est le film d'horreur le plus rentable de toute l'histoire de l'humanité, un peu de choses près. Et le fait est que le film est très très bon. Il m'a énormément plu. Je pense que c'est une des meilleurs trucs qu'on pouvait avoir sur une adaptation d'un roman de Stephen King. Le jeu est nickel, les gamins sont parfaits, blablabla, on l'a bien dit. Mais il y a encore des petits trucs qui je trouve, sont pas encore super bien faits, notamment en termes d'adaptation par rapport au bouquin. Il faut prendre le film pour ce qu'il est, bien évidemment, mais il y a des choix scénaristiques avec lesquels je suis pas foncièrement d'accord, notamment le personnage de Beverly dans le 3e acte, et puis le 3e acte de façon générale que je trouve un petit peu précipité. Et aussi le fait que pour un film qui allait être vendu comme extrêmement violent, je trouve que ça reste un petit peu sage de façon générale, malgré certaines fulgurances absolument géniales, avec des gamins qui souffrent comme des bêtes, ce qu'on n'avait pas vu dans un film depuis un bon moment. C'est assez burné, ça passe plutôt bien, c'est un excellent divertissement, et encore une fois, c'est maîtrisé au niveau de la caméra. Muschietti est quand même pas un nul, maintenant il est dans les hautes sphères d'Hollywood, tout le monde le veut pour faire ceci ou cela. C'est un mec à surveiller. Je trouve qu'il a bien rendu hommage au roman King, et j'ai assez hâte de voir l'épisode 2 de ce sympathique diptyque. Numéro 2. The Jane Doe Identity. The Jane Doe Autopsy. The Autopsy of Jane Doe, vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez. C'est d'André Øvredal, un nom norvégien, je ne pas me tromper. Très grosse surprise, un huis clos dans une morgue avec un cadavre maudit qui recèle de nombreux secrets et qui va permettre aux deux croque-morts de pratiquer une partie de Dr Maboul plutôt macabre, et avec un final que d'aucuns ont trouvé pas trop surprenant, ou un peu décevant, mais je trouve qu'entre la photo, la gestion du mystère, le côté huis clos un peu oppressant, plus des super acteurs, il y a Emile Hirsch et Brian Cox qui sont quand même deux belles têtes d'affiche qui viennent jouer dans un petit film d'horreur. Moi je trouve ça quand même classe. Tout est très efficace, c'est pas trop blindé de jumpscare putassier à la mode. Non, ça fonctionne super bien. Ça pourrait même appeler à une suite. Je serais pas contre. Peut-être un truc genre The Jane Doe Origins, un truc comme ça. Pourquoi pas, je serais pas opposé à l'idée. Moi qui suis pas fou de suite, admettons. C'est un bel exercice. Je l'ai trouvé plutôt transformé et sans scrupule, je le mets dans mon top 2 de cette année 2017. C'est l'heure du top 1. Et sans surprise, c'est à Get Out de Jordan Peele que j'offre ma première place. Ça a tout ce que j'aime d'un film de genre en général, parce que c'est pas que le film soit spécialement flippant, mais il raconte des trucs qui, en substance, sont très flippants, notamment par rapport au racisme, aux différences sociétales, au rapport entre les êtres humains. C'est très chargé, c'est hyper bien foutu, c'est plutôt assez généreux en humour, d'ailleurs, c'est pas aspice et tu de rire, mais il y a quand même 2-3 petites fulgurances très rigolotes. Le jeu des acteurs est très très juste, la photo, les prises de vue sont vraiment assez impressionnantes, et la tension qu'il y a dans cette histoire est vraiment palpable, avec des plans à la Hitchcock qui sont très suggestifs, et on voit pas trop le truc venir. Le final fait un peu plus grotesque, d'un coup ça devient ce truc qui était super clean jusque-là, d'un coup vire en explosion sanglante absolument jouissive, mais c'est jamais trop. C'est toujours comme il faut, c'est pas surabusé, il y a un beau message, et puis Jordan Peele, maintenant j'ai envie de le suivre, quoi. Je sais qu'il est en phase de rebooter la 4e dimension. Entre les mains d'un mec comme ça, qui a des choses à dire et qui sait filmer les choses, je suis assez saucé pour la suite de la carrière de ce monsieur. Donc voilà pour mon top de l'année 2017. Petit bilan 2017, il y a eu de tout, mais pas toujours de façon particulièrement équilibrée. J'attends des choses de 2018. Alors mes attentes pour 2018, pas forcément dans l'ordre, mais j'en attends quand même 2-3 petites choses. Insidious 4, pas que je l'attende spécialement, je suis pas spécialement fan de ce que avait fait James Wan, mais c'était relativement bien foutu, et j'attends de voir ce que celui-ci va proposer, puisque c'est censé être le dernier, enfin, jusqu'à ce qu'il le reboote dans 5 ou 6 ans. Pourquoi pas, après tout ça peut être une bonne surprise, j'irai voir. Downsizing avec Matt Damon, le principe c'est qu'on réduit la population pour gagner de la place. C'est un peu comme L'homme qui rétrécit de Jack Arnold, mais à un niveau plutôt planétaire. À voir ce que ça va raconter, je sais pas spécialement du fantastique au sens propre, mais je reste assez ouvert vis-à-vis de ce que l'histoire pourra me présenter, on verra. The Shape of Water de Guillermo del Toro, alors celui-là je l'attends comme
énormément de gens, je crois. Guillermo del Toro a dit que ce serait son dernier film avant au moins un an, puisqu'il va prendre une année sabbatique, donc manifestement il a mis beaucoup de lui-même dessus. Le film est surprimé un peu partout. J'ai très hâte, ça a l'air d'être très bien foutu, ça a l'air d'être un beau conte, une belle histoire, probablement un petit peu violente aussi. On verra ce que ça va donner, c'est un des films que j'attends le plus de cette année. La nuit a dévoré le monde, je crois que c'est ça le titre. La nuit a dévoré le monde, c'est un film de zombies parisien, enfin en tout cas qui se passe à Paris, parce qu'à Paris on est déjà tous des zombies, je pense que c'est plus ou moins admis. Un film français avec des zombies, pourquoi pas, j'en ai un petit peu marre des zombies, mais peut-être que ça peut proposer quelque chose. On va voir, il faut saluer l'effort français, comme je l'ai dit pour Grave. Il faut voir ce que ça peut proposer. Miss Hyde, qui a l'air d'être une variation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais avec une actrice. Je crois que c'est Isabelle Huppert d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Pourquoi pas? Elle est assez inquiétante pour faire des rôles un peu doubles comme ça. Donc ça peut être un exercice sympathique. The Slenderman, dont la bande-annonce est sortie aujourd'hui, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Je ne peux pas encore en dire grand-chose. Je verrai ce que ça donne. C'est une légende urbaine assez nouvelle. Pourquoi pas, voir quel genre de flip ça nous propose. Tant que c'est pas du jumpscare à tout va, je pourrais trouver ça sympathique. New Mutants, ça c'est assez particulier puisque c'est le nouveau volet de la saga X-Men. Donc moi je suis assez fan de la saga X-Men, aussi bien en comics que dans les films, que j'ai tous trouvé bons, à quelques exceptions près bien évidemment. Le film est vendu comme un film d'horreur, avec des mutants dedans. Concept assez intéressant, la première bande-annonce promet pas mal. Je reste assez ouvert, encore une fois, par rapport à ce que ça va proposer. Ça peut être un exercice très très cool. The House That Built Ghosts, Winchester, j'en parlais tout à l'heure, c'est le nouveau film des frères Spierig, donc qui ont fait Jigsaw cette année, avec Helen Mirren dans le rôle principal. Une ghost story basée sur des faits réels, sur l'histoire de la veuve du plus grand fabricant d'armes des États-Unis. Le film a l'air plastiquement plutôt pas dégueulasse, ça me fait pas mal penser à Crimson Peak, dans le côté plastique de la maison construite main. Je reste ouvert, j'aime beaucoup les Spierig. Halloween 2018. Alors celui-là, je suis assez ambivalent, bien évidemment, je suis un gros fan de Carpenter, hein, quand vous devez vous imaginer. Il est de retour dans le game à la production, ça promet d'être le dernier film de la saga, ça a intérêt à pas être fait maladroitement. L'équipe en charge de la réalisation... je suis un peu dubitatif, mais on va voir. Restons positifs. The House with a Clock in its Walls, je crois que c'est ça le titre original. En français, je crois que c'est l'horloge d'Halloween ou un truc comme ça. C'est un roman classique de la jeunesse et c'est Eli Roth, je crois, qui est à la réalisation. C'est une sorte de petite ghost story un peu classique, mais vue par ce bonhomme. Je reste curieux, encore une fois. Je dis pas que ce sera génial, je ne raffole pas de ce que fait Eli Roth, mais c'est un très bon réalisateur, donc sachant raison de garder. Et enfin, Hellraiser Judgment, nouveau chapitre de la saga de Pinhead, basé sur les écrits de Clive Barker. On sait à quel point la saga est partie un petit peu en vrille après le deuxième épisode. Je reste assez fasciné par le concept de Hellraiser, donc admettons. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Je verrai quand il y aura un premier trailer. Et voilà les petits fantômes, c'était mon top 2017 pour les films horreur épouvante. Je tiens également à remercier de tout cœur Max et Mickey de m'avoir permis de venir tourner ici à la Cantada, un débit de boisson hautement culturel de la capitale. J'espère que l'année 2018 va bien se passer pour vous. Moi, j'ai hâte d'y être. On va chroniquer des films, on va chroniquer des livres. N'hésitez pas à suivre tout ça sur Facebook et également sur YouTube. Si tout se passe bien maintenant, je suis sur YouTube. Et on se retrouve à très bientôt dans la grande entrée. À ciao!